Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans une autre séance, en sciences de la vie et de la terre. Et dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose une séance de révision du cours consacré à l'étude quantitative de la variation, la biométrie. Ce cours qui constitue le premier chapitre de la deuxième unité du programme de sciences de la vie et de la terre pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, sciences mathématiques, option sciences mathématiques A. Et avant de commencer, je vous invite à voir ensemble les objectifs cités pour ce cours, déterminer les caractéristiques de la variation continue et de la variation discontinue, des caractères héréditaires à partir de l'étude des exemples, représenter graphiquement la variation continue et la variation discontinue, calculer les paramètres de position et les paramètres de dispersion et déduire ses significations statistiques, déterminer les critères qui caractérisent une espèce et construire la notion d'espèce. Mais on se demande, premièrement, c'est quoi la biométrie? La biométrie est une méthode statistique appliquée à la biologie pour étudier quantitativement la variation au sein d'une population. Il permet de vérifier l'homogénéité d'une population et de suivre des lignes ou des races à caractère désiré, principalement dans le domaine agricole et dans le domaine d'élevage, afin d'améliorer le rendement via la sélection artificielle. Mais quand on parle de la variation, cette variation, donc ces variables peuvent être soit de type variables discontinues ou des variables continues. Les variables discontinues, la variable ne peut prendre que des valeurs bien déterminées qui se traduisent par des nombres entiers. Donc, ce sont des nombres appartenant à l'ensemble n, exemple, nombre de pétales, nombre de nervures au niveau des feuilles, nombre d'enfants par famille, par couple, soit variable continue. C'est une variable dont on parle de variable dont le nombre des valeurs possibles est infini. Et donc, on parle ici des intervalles, exemple la taille, le poids, l'âge, etc. Donc, ce sont des variables continues. On va commencer par la variation discontinue. Donc, on se rappelle de la définition, on parle d'une variation discontinue lorsque la variable prend des valeurs exprimées par des nombres entiers. Et on va appliquer ça sur un exemple, le nombre des graines dans les gosses des haricots. Au niveau des fruits des haricots, on trouve des graines. Donc, ces grains qui se trouvent, on compte le nombre et on compte le nombre des fruits qui possèdent ces nombres. Donc, on cite, il y a ici entre 2 à 11 cas ici possibles. Et l'effectif de nombre des gosses, on trouve le cas de 2 graines, on trouve 3 fruits qui possèdent 2 graines. 8 gosses qui possèdent 3 graines, et ainsi de suite, jusqu'à pour le 11. La modalité 11, donc la variable prend plusieurs modalités. Pour chaque modalité, on compte un nombre qui se répète. Et voyez-vous, c'est une répétition, donc il s'agit ici d'une distribution. On veut caractériser cette distribution comment? C'est par la représentation graphique. On représente la première technique, la représentation graphique des résultats se forme de ce qu'on appelle diagramme en bâton. Diagramme en bâton lorsque la variable est discontinue, ne prend que des valeurs, que des nombres entiers. Donc, comment fait la représentation de cette distribution? Donc, bien évidemment, on commence par tracer les axes. Donc, un axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, et un axe des abscisses. L'axe, on fait la graduation, et on note ici le nombre de gosses en axe des ordonnées, ce qui est étudié, en fonction du nombre de graines. Et pour construire le diagramme en bâton, on va tracer des lignes verticales pour chaque modalité. Voyez-vous, ce sont des modalités. Ce sont les cas possibles de nombre de graines de 2 à 11. On les cite dans l'axe horizontal qui porte le nom du nombre de graines et on trace la première ligne dans
la longueur elle est proportionnelle au nombre de Gauss. Ici, on a 2, le nombre de Gauss, c'est 3. Donc, il faut respecter bien l'échelle. Donc, on donne tout couramment dans l'exercice. Il ne propose une échelle, donc c'est à respecter. Ici, on a représenté 1 cm pour 5, ici pour 5 Gauss. Et dans l'axe horizontal, on a ici 2. 1 cm représente 2 graines. Après, donc on a noté seulement, on les note ici, 2, 3, 4. Ce n'est pas respecté au premier, mais juste on cite les nombres ici, les modalités de la variable, et on trace la première ligne. Puis pour la modalité 3, on a 8. Donc ici, c'est 8 sur l'axe des ordonnées. La même chose pour 4, 5, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière modalité, 11. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Maintenant, chers élèves, on trace une courbe qui relaie les points, comme vous voyez ici, donc qui relaie les points des sommets de chaque ligne. Et voyez-vous, on obtient ce qu'on appelle un polygone de fréquence. Donc, on relaie les points du sommet, des traits verticaux, par des segments de droite pour obtenir le polygone de fréquence. En régularisant manuellement les compteurs du polygone, on obtient ce qu'on appelle, c'est une courbe de fréquence qui nous renseigne une idée sur la répartition de cette distribution étudiée. Ça concernant la variation discontinue. Maintenant, on va passer à la variation continue. On se rappelle de la définition, on parle d'une variation continue lorsque la variable peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Et on a donné l'exemple soit de la masse, par exemple, la quantité de lait produite par les vaches, par exemple. Donc, ce sont des variables qui peuvent prendre plusieurs valeurs possibles. Donc, on peut prendre le cas exemple ici pour la représentation, l'exemple de la variation de la quantité de lait chez une population de vaches. Il est exprimé en kilogrammes par jour. Ici, on les répartit en intervalles. Donc, l'intervalle, dans les temps ici, c'est entre 13 et 16. Donc, c'est à peu près, ici, c'est 3 kg par intervalle. 16, 19, 19, 22, jusqu'au 37, 40. Et on note les nombres de vaches ayant la production de cet intervalle. Donc, toujours, on représente graphiquement les résultats sous forme d'histogramme. Comment faire? Donc, on trace les deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. La graduation en respectant toujours la valeur maximale et la valeur minimale. La valeur minimale 1 ici, la valeur maximale, c'est 23. Donc, ici, la représentation doit tenir compte de la valeur minimale et la valeur maximale. Et puis, on représente chaque intervalle par rectangle dont la longueur elle est proportionnelle à la taille. Donc, ici, c'est de 4 jusqu'au 24. Donc, après la construction de l'histogramme, on relaie entre les points pour obtenir ici le polygone de fréquence. Notez, il y a une erreur ici. Donc, c'est la graduation, c'est 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et puis, on fait la projection. Donc, c'est de 4 jusqu'à 24. Et en respectant, on commence par 2 pour le premier rectangle, et ainsi de suite jusqu'à la construction de l'histogramme. Et après, on relie entre les sommets pour obtenir ce qu'on appelle le polygone de fréquence. Cependant, ces représentations donc, ne permettent pas d'avoir une idée sur la distribution, de bien caractériser la distribution étudiée, d'où le fait le recours à d'autres paramètres appelés les paramètres caractéristiques d'une distribution de fréquence. Et on distingue entre des paramètres de position. Il s'agit de paramètres qui caractérisent la répartition des mesures par rapport aux valeurs centrales, dont on distingue le mode et la moyenne arithmétique. Et les paramètres de dispersion, ce sont des paramètres qui mesurent la variation et la dispersion de la distribution de fréquences par rapport aux valeurs centrales. On cite par exemple
la variance, l'écart type, le coefficient de variation. On va commencer par le premier type de paramètres qui sont les paramètres de position. On commence par le mode. Donc, c'est quoi le mode? C'est la valeur de la classe sur l'axe des abscisses dont l'effectif est le plus grand sur l'axe des ordonnées, soit de la classe ou de la modalité dans le cas d'une variable discontinue. Supposons ici l'exemple, on revient sur le même exemple qu'on a cité précédemment, le cas de variation de nombre de graines en fonction de nombre, ici, la variation de nombre de graines entre 2 et 11, et on compte le nombre des gosses possédant ces graines. Donc ici, c'est quoi le mode? Donc évidemment ici, on a dit que c'est l'effectif le plus grand. Quel est l'effectif le plus grand ici? Donc c'est entre 2 jusqu'au 35. Donc l'effectif plus élevé, c'est 35. Évidemment, pour 35, on note, on lit la variable. La modalité xi, c'est quoi? Qui correspond à la valeur maximale 35, évidemment. C'est 7. Pardon, ici c'est 7 et on note que le mode c'est 7. Après, on passe à le deuxième exemple. Le cas d'une variable qui est continue. Donc ici, la valeur maximale c'est 23 et donc le mode se trouve dans cet intervalle entre 25 et 28. Donc pour donner le mode, donc on cite le médian de cet intervalle, c'est 25 plus 28 sur 2, donc c'est 26,5 kg par jour. Donc ici, le mode, on a dit que c'est 35. Donc le mode ici, c'est 7 qui correspond à l'effectif maximal. Ici, c'est 26,5. Et quelle est la signification statistique du mode? Il permet de renseigner sur l'homogénéité de la distribution. Donc s'il est unimodal, on parle d'une population homogène. S'il est multimodal, on parle d'une population hétérogène. Ça, chers élèves, concernant les paramètres, ça, le cas du mode. Après, on passe au cas de paramètres de position. Le deuxième paramètre, c'est la moyenne arithmétique. C'est quoi la moyenne arithmétique? Donc, pour calculer, on applique la formule suivante, x bar égale à l'ensemble de 1 jusqu'au i de fi fois xi, l'ensemble sur petit n. C'est la formule pour calculer la moyenne arithmétique. Donc, on simplifie ici, on compte toujours la multiplication de chaque fréquence fois la modalité sur la somme des effectifs de chaque modalité. Vous voyez avec x est la valeur de la variable, le cas d'une distribution discontinue, ou le centre de classe variation continue. La fi, c'est la fréquence de la variable, le nombre plus précisément de cette modalité, in, c'est le nombre total d'individus dans la population étudiée. On cite un exemple pour bien comprendre comment on l'applique. On prend ici l'exemple des mesures de la longueur totale du corps en centimètres des individus d'une population de poissons blancs corrigones. On donnait les résultats représentés. Comme vous voyez ici, les résultats, le centre des classes. Ici, on a cité seulement les centres des classes, de 31 jusqu'à 57, et on compte le nombre de poissons pour chaque centre de classe, pour chaque classe, et il nous demande de calculer la moyenne arithmétique. Donc, comment procéder? C'est juste, on va appliquer cette formule. Voilà, on note x bar égale la somme, l'ensemble de 1 jusqu'à i de fi fois xi sur n, et on multiplie 31 fois 3, plus 33 fois 8, plus 35 fois 19, plus 37 fois 26, et ainsi de suite, jusqu'à 57 fois 3, sur la somme de quoi? La somme de ces nombres de poissons, c'est-à-dire c'est l'effectif de la population étudiée, c'est 3 plus 7 plus 13 jusqu'à 3. Et on calcule, on trouve x bar égale à 14 410 sur 330 égale à 43,67 cm. Maintenant, chers élèves, une remarque à soulever concernant la moyenne arithmétique. Regardons ce graphe, qu'est-ce qu'il représente? Voyez-vous, ici on a deux distributions qui ont
ce qui est commun entre ces deux distributions 1 et 2, c'est qu'ils ont la même moyenne. Ils ont la même moyenne, mais pourtant, regardons, la répartition est différente entre les deux distributions. Donc les valeurs se présentent ils sont loin. Dans la distribution 1, sont plus loin, alors que dans la distribution, sont proches à la valeur moyenne, à la moyenne arithmétique. D'où le recours à d'autres paramètres pour mieux caractériser cette distribution. C'est ce qu'on appelle les paramètres de dispersion. Les paramètres de dispersion. Et on commence par la variance. C'est quoi la variance? Il désigne la mesure de la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Il se calcule par la formule suivante. V égale l'ensemble de 1 jusqu'à I, if I fois xi moins x bar, toujours l'écart de chaque modalité par rapport à la moyenne au carré sur n. C'est la formule pour calculer la variance. Avec xi, la valeur de la variable. If I, c'est la fréquence de la variable ou de la classe. Et on note ici, de la classe, on fait le centre de la classe. X bar, la moyenne arithmétique. N, le nombre total d'individus dans la population étudiée. Deuxième variable, toujours, deuxième paramètre de dispersion, l'écart type. C'est quoi l'écart type? Donc, pour le calculer, donc, il est défini comme la racine carrée de la variance et se calcule par la formule suivante. Sigma égale la racine carrée de l'ensemble if I, x, I moins x bar au carré sur n. C'est quoi cet ensemble? C'est ce qu'on appelle tout simplement, c'est la variance. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Plus l'écart type est petit, plus la variation est faible, moins dispersée. Et plus la population est homogène. Notez bien, chers élèves, la signification statistique de l'écart type, plus il est élevé, plus la population étudiée elle est hétérogène. Donc, attendez-vous des questions comme ça dans l'examen. Il nous demande de calculer l'écart type et de déduire. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire en fonction de sigma, qui est l'écart type? Plus sigma il est élevé, plus la population elle est hétérogène. Plus il est faible, plus il est homogène. Et on note, on utilise l'écart type et la moyenne arithmétique, c'est deux paramètres, l'un de paramètres de dispersion et l'autre de position, pour définir ce qu'on appelle le domaine de confiance. Comment détermine le domaine de confiance ou l'intervalle de confiance? Donc, notez bien ici, donc on a représenté une distribution avec ce qu'on appelle courbe de Gauss, elle est en cloche. Le milieu, c'est x bar, c'est la moyenne arithmétique. Et on note ici, on symbolise ici les deux sigma. Donc, c'est sigma l'écart type. Donc, l'intervalle qui existe dans les deux ici, c'est sigma. Et aussi 2 sigma. Donc, l'intervalle x plus sigma, x moins sigma, x plus sigma, cet intervalle, ce qu'on appelle le domaine ou l'intervalle de confiance. Soit x bar, on soustrait sigma, on ajoute sigma, soit on soustrait 2 sigma plus 2 sigma. Donc, le premier intervalle, donc regardons ce premier intervalle, il permet, on trouve, de caractériser 68% des individus possèdent des caractères ou des modalités qui sont limitées par ces deux bornes de cet intervalle, par x bar moins sigma et x bar plus sigma. Donc, 68% appartiennent à cet intervalle. Autre intervalle, c'est sigma. Notez bien ça, c'est plus moins 2 sigma, plus 2 sigma. Donc, cet intervalle de confiance, x moins 2 sigma, x plus 2 sigma, permet de caractériser environ 95,4% des individus de la population appartiennent à cet intervalle. On continue toujours dans le cas de paramètres de dispersion et on note le coefficient de variation. C'est quoi coefficient de variation? Et le rapport entre l'écart type et la moyenne. Il se calcule selon la formule suivante. CV égale à sigma sur x bar fois 100. Sigma, c'est l'écart type. X bar, c'est la moyenne arithmétique. Donc,
plus la valeur de coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne elle est élevée, elle est grande aussi. Et ce qui nous permet de caractériser si ce coefficient est inférieur ou égal à 15%, on parle d'une population étudiée est homogène et la dispersion est faible. Si CV il est entre 15% et 30%, on dit que l'homogénéité de la population et la dispersion sont moyens. Si ce coefficient de variation elle est supérieur, strictement supérieur à 30%, on dit que la population est hétérogène et la dispersion est élevée. Voyez-vous bien l'importance du calcul du coefficient de variation. Pour bien comprendre ces paramètres, chers élèves de dispersion, je vous propose un exercice, donc une application des mesures de la longueur totale du corps en centimètres des individus d'une population de poissons blancs. On donnait les résultats représentés dans le tableau que vous voyez. Et on a représenté le centre des classes et on compte le nombre de poissons pour chaque classe. Et on vous demande de calculer la variance, l'écart type, le coefficient de variation et l'intervalle au domaine de confiance. Notez bien ça. Et toujours on trouve à côté de cette question un indice ici, utiliser un tableau d'application pour calculer ces paramètres statistiques. Donc, c'est quoi ce tableau? Ce tableau, il comprend les centres des classes, les fréquences i fois xi moins x bar moins x bar au carré, et i fois xi moins x bar au carré. Et rappelez-vous, on a déjà parlé de la variance et dont on utilise cette relation. Donc, la variance, c'est l'ensemble de 1 jusqu'à i de i xi moins x bar au carré sur n. Donc, application numérique. Donc, on a mettez ici les centres de classe, les fréquences, i fois xi, et on essaye de remplir le tableau. Donc, ce qu'on a d'après le tableau, c'est seulement xi, fi, et après, juste une application numérique. On fait les calculs et on essaye de remplir le tableau. Et voyez-vous dans le tableau, donc on voit clairement ici, donc V égale à 9981,67 sur 330, c'est 30,14. L'écart type, donc sigma, c'est la racine carrée de la variance, de la même formule, donc on trouve que c'est 5,49. Maintenant, le coefficient de variation, donc on applique la formule sigma sur x bar fois 100. Application numérique, sigma, on a déjà calculé 5,49 sur x bar, c'est 43,67 qu'on a déjà calculé, fois 100. Donc on trouve que c'est 12,57. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Le coefficient de variation ici, il est inférieur à 15%. Donc, vu que le coefficient de variation est inférieur à 15%, donc la population étudiée est homogène et la dispersion, elle est faible. Et voilà l'importance de ce coefficient de variation. Après, on passe à l'intervalle de confiance en appliquant la formule x bar moins sigma, x bar plus sigma. Donc, c'est 43,67 moins 5,43. Et le bord supérieur, c'est 43,67 plus 5,43. C'est juste une application numérique. On trouve ainsi l'intervalle 38,24 et 49,10. Pardon, il y a une erreur ici. Ce n'est pas moins 5 qu'on a déjà calculé. C'est juste 38,24, 49,10. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est l'importance de cet intervalle de confiance? C'est que 68% des individus de la population étudiés appartiennent à cet intervalle. Maintenant, chers élèves, on va passer à une autre notion, c'est la notion de la sélection et la notion de race pure. Vous voyez, parmi les objectifs de la biométrie, c'est de caractériser l'homogénéité et de caractériser une ligne, par exemple, une population, est-ce qu'elle est homogène ou non, est-ce qu'elle est de race pure ou non. Donc, le document 1 représente les résultats d'études de la biométrie de la masse des graines chez une population d'haricots. Qu'est-ce que vous voyez? On a obtenu ce graphe qui est unimodal. Ça permet de dire qu'il est homogène. Donc, pour vérifier cette population, est-ce qu'elle est de race pure, on va faire une
sélection. Donc, on va sélectionner les valeurs extrêmes, les valeurs, donc les premières avec les graines légères, entre 20 et 25, et avec le contre 85 et 90. On va isoler les 10 bornes pour caractériser cette population d'haricots. Est-ce qu'elle est homogène? Et on cultive séparément les graines de chaque classe après la germination. On laisse les plantes s'autoféconder. Qu'est-ce qu'on obtient, chers élèves? Voilà, on obtient les résultats suivants. Donc, pour la première population P1 et pour la population P2. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Voyez-vous, donc P1, on trouve ces résultats. Donc, le tableau qui donne la répartition selon les intervalles. Et la deuxième population. Après, on passe à la représentation graphique. Voyez-vous, pour P1, on trouve, elle est unimodale, l'autre, elle est unimodale, et dont les moyens sont totalement différents. Donc, on observe la présence de 2 polygones de fréquence avec 2 modes distincts et différence avec les modes de la population initiale. Ça veut dire ici, est-ce que la sélection elle est efficace ou non? On dit qu'il est efficace car elle permet de différencier entre 2 sous-populations P1 et P2 de modes différents. On déduit que la population d'origine était composée de 2 sous-populations différentes, mais non détectables par l'étude statistique de la variation, mais qu'on a pu mettre en évidence grâce à quoi? Notez bien ça, grâce à la sélection artificielle. C'est l'importance de la sélection artificielle. Si on veut même vérifier ces 2 populations P1 et P2, alors on fait d'autres croisements. Donc, on isole ces 2 P1 et P2 et on fait la même chose. Si on obtient des sous-populations différentes, on dit que ce ne sont pas de race pure. Si on trouve qu'il n'y a pas de sélection, donc on ne trouve pas cette différence, on dit que la population d'origine, il est de race pure. Donc, dans notre cas, il n'y a pas de race pure, donc parce que la sélection artificielle a été efficace. Et donc, on note que la sélection a été efficace car on a obtenu 2 sous-populations différentes. Et on résume, chers élèves, la notion de race pure. Donc, on commence par la population, c'est hétérogène. Cette population, il y a une grande variation dans les phénotypes pour le caractère étudié. Et donc, il y a une forte possibilité de sélection, vu qu'il y a une grande variation. Dans l'autre cas, lorsque la population est homogène, faible variation dans les phénotypes pour le caractère étudié, et donc la sélection il est difficile, donc faible possibilité de sélection, donc la sélection est inefficace, ce qui nous ramène à la notion de race pure ici, donc la variation génétique très faible pour la race pure, pour le caractère étudié, aucune possibilité d'améliorer la qualité pour le croisement, parce qu'il est homogène. La variation, donc possibilité d'améliorer la qualité et le rendement par changement des conditions du milieu. Donc la seule possibilité pour améliorer le rendement, c'est de jouer sur les conditions de l'environnement. Par exemple, la nourriture, l'éclairage, ça dépend selon les individus désignés par cette sélection. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.